On est reparti pour un tour, ça y est, la saison 2025-2026 se lance pleinement, on a de la Ligue 2, on a les tours préliminaires de Coupe d'Europe, mais aussi des matchs de Supercoupe, le PSG Tottenham ou encore le Liverpool Crystal Palace en Community Shield. Et dès ce week-end, beaucoup de championnats reprennent, la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga, en attendant la Bundesliga et la Serie A la semaine suivante. Et forcément, quel plaisir de retrouver nos feuilletons favoris, de se plonger un petit peu dans cette nouvelle saison, avec des curiosités, quelle équipe a bien recruté, qui va pouvoir sortir du lot, qui va être la surprise, qui va être la déception. On a forcément hâte de voir tout ça. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme prévu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec au programme les 10 équipes à suivre cette saison qui sont à différents niveaux. Forcément, vous en doutez, on va parler de Liverpool et son mercato XXL, du FC Nantes en reconstruction ou du COM de Cesc Fabregas qui ne cesse de progresser et qui a envie de s'installer dans le top 6, top 8 de l'Italie. On va aussi se balader au Portugal, aux Pays-Bas, en Allemagne et bien sûr en Liga. On commence de suite avec le Paris FC qui est une attraction dans le championnat de France, un promu, pas comme les autres. C'est donc l'heure de vérité pour le Paris Football Club. 46 ans après leur dernière saison dans l'élite, ça y est, le PFC est enfin remonté. Ça n'a pas été simple, il y a eu beaucoup d'obstacles, de moments un petit peu rocambolesques. Je me souviens de barrages contre Lens, Sochaux ou encore Rodez. Ça n'a pas été simple pour le Paris FC. Ça y est, ils sont passés directement par la case montée directe. Ils ont compris que les playoffs c'était un petit peu galère. Et l'équipe entraînée par Stéphane Gilly arrive donc en Ligue 1. C'est assez intriguant parce que pour la première fois depuis très longtemps, on aura une autre équipe que le Paris Saint-Germain, issue de la région Île-de-France, issue de la capitale, de la banlieue parisienne, qui sera présente en Ligue 1. On a envie de voir ce que ça donne un petit peu, surtout avec le gros projet qui se cache derrière. En coulisses, il y a eu aussi un sacré changement avec l'arrivée du duo LVMH-Red Bull pour prendre la suite du président Pierre Ferracci qui était en poste depuis 2012. Lui, il reste actionnaire minoritaire. On a donc LVMH pour la surface financière et vous imaginez qu'il y a de quoi faire avec le fils de Bernard Arnault qui a repris un petit peu les commandes du club et Red Bull pour toute cette partie stratégique développement d'un club. D'ailleurs, on parle beaucoup de liens qui sont effectués avec Leipzig et Salzbourg, l'arrivée de personnalités qui ont été vues à Charletti, Jürgen Klopp, Mario Gomez, mettre en place une feuille de route, permettre au club d'être mieux structuré et surtout avoir une meilleure visibilité internationale. C'était déjà le cas un petit peu avec le partenariat avec le pays du Bahreïn. C'est donc pour ça que j'ai évoqué un promu à part. Là, avec ce PFC, on se dit qu'on a un promu qui va beaucoup dépenser. Ça a été le cas, on a eu quelques investissements avec Noah Sangui, Otavio et Moses Simon. On en attend d'autres d'ici la fin du mercato. C'est le cas de Mathis Sabine qui serait prêt à partir au clash avec le FC Nantes. Ça parlait de Benjamin André qui finalement est resté au LOSC. Et pourquoi pas Amadou Haïdara, lui qui vient de Leipzig. Vous commencez à connaître le principe de multipropriété et les liens qui peuvent exister entre deux clubs. Mais la Ligue 1, c'est une aventure concrète, réelle pour ce Paris FC là, qui va pouvoir un petit peu se jauger. En plus, il y a un changement de stade. Avant, ils étaient à Charletti, comme je vous l'ai dit, notamment avec ces matchs épiques en barrage. Désormais, ils seront à Jean-Bouin, le stade juste à côté du Parc des Princes. Vraiment, si vous ne connaissez pas la géographie, la localisation, vous avez juste à traverser la rue pour vous retrouver dans un autre stade. Ça va être intéressant de voir si cette nouvelle maison pour le Paris FC sera à la cause des supporters franciliens ou il va être envahi par les supporters marseillais, lyonnais, lensois, etc. C'est donc un petit tournant dans l'histoire et du PFC et de la Ligue 1 parce que c'est vrai qu'on est dans un moment un petit peu difficile, contexte économique délicat, on n'a pas beaucoup de moyens, notamment liés à la chute des droits télé, et ce Paris FC là, on a le sentiment que eux ils peuvent dépenser, qu'ils sont plutôt à l'abri, et là on va se pencher sur le 11, ce sera le cas à chaque équipe qu'on présentera, un petit peu pour voir les tendances, quel mercato a été effectué, qui pourrait partir, qui pourrait arriver, quels sont les postes un petit peu qui sont en faiblesse et qui mériteraient d'être renforcés. Du coup pour ce PFC là, on a donc des recrues qui sont arrivées, avec Otavio en provenance de Porto pour 17 millions d'euros, on a l'option d'achat de 2 Smet qui a été levée en provenance de Reims, autre recrue rémoise c'est Noah Sangui, lui qui a été recruté pour 8 à 9 millions d'euros, c'est un gros espoir au poste de latéral gauche en France, et Moses Simon qui fait figure un petit peu de tête d'affiche pour 7 millions d'euros, super investissement vraiment pour le Paris FC promu, ça c'est une très très bonne recrue, il va pouvoir faire pas mal de différence. Au gardien, vous pouvez voir qu'on a Nkambadio, un international espoir qui pourrait ne pas être titulaire pour la saison puisque c'est la rumeur qui vient de tomber, Kevin Trapp serait prêt à revenir en France, lui qui a passé pas mal d'années au Paris Saint-Germain, et le Paris FC rechercherait ce fameux gros renfort d'expérience, et ce serait lui pour un petit peu guider cette jeunesse, et surtout appréhender la redécouverte de la Ligue 1. Maintenant, est-ce qu'on n'attendait pas mieux forcément d'une équipe où il y a LVMH Red Bull derrière, en se disant ça va faire un peu plus de mercato, et on sait que c'est important dans certaines équipes promues de ne pas casser cette continuité. On a donc des joueurs qui vont pouvoir se montrer pour la première fois dans l'élite, je pense au gardien Nkambadio, à Mustapha Mbo en défense, Mathis Touraine, Camara. On a aussi des joueurs qui connaissent déjà la Ligue 1, et ça c'est un avantage, comme Maxime Lopez, Marchetti qui était du côté d'Ajaccio, ou encore Ilan Kebal. Maintenant, est-ce que ce 11 du Paris FC peut être assez compétitif, parce que certains en parlaient pourquoi pas d'Europe dès la première saison. Je pense qu'il faut relativiser. Cette équipe pour moi, elle pourrait faire pourquoi pas un ventre mou. J'espère quand même encore 2 à 3 recrues, un gros renfort par ligne, et là je pourrais me dire ok, je pense qu'ils seront tranquilles pour le maintien. À mon avis, LVMH et Red Bull n'ont pas envie de précipiter les choses, que ce soit pour l'équipe ou pour le coach Stéphane Gilly. C'est vrai que c'est un nom qui ne parle pas à tout le monde, on pourrait
pourquoi pas attendre un coach qui vienne d'Allemagne, de Bundesliga autrichienne, mais là je pense que c'est une bonne idée de le garder, comme le reste de l'équipe, un petit peu laisser les clés du camion à ces joueurs qui sont montés, à cet entraîneur qui a permis au PFC d'enfin retrouver la Ligue 1. Dès dimanche, ça va être l'heure de vérité avec un déplacement à Angers, pas simple, le SCO qui a fait une très belle préparation, mais en tout cas je pense que cette équipe va continuer de grandir, de recruter, de progresser. En tout cas c'est une vraie découverte, je pense que c'est important de ne pas se brusquer, il faut pas en attendre peut-être trop de ce Paris FC, même si derrière on sait qu'il y a de gros enjeux, de grosses ambitions, mais je pense que c'est une équipe qui est là pour s'installer en Ligue 1, et puis petit à petit, lors de la saison 2026-2027, pourquoi pas 2027-2028, s'installer dans ces équipes du deuxième wagon qui peuvent lutter pour l'Europe. En tout cas j'imagine que c'est l'idée de la part des nouveaux dirigeants du Paris FC, et nous en tant que simples observateurs, voir ce que ce PFC peut donner dans une Ligue 1 à la relance où il y aura forcément des places intéressantes à prendre. Pour l'équipe suivante, on va rester en Ligue 1, on l'a évoqué tout à l'heure, Mathys Albin serait prêt à partir au clash avec le FC Nantes, ne voudrait plus jouer pour les Canaries, et justement, j'ai envie de m'arrêter sur le Football Club de Nantes, une équipe qu'on a vu beaucoup souffrir lors des 3 dernières saisons, vraiment frôler le pire, très très proche de la relégation à chaque fois, avec des sauvetages inespérés, du retour d'Antoine Comboiré, on ne sait comment ça a tenu, et finalement ce FC Nantes a fait un choix fort, nommé Luis Castro à la tête de son équipe, ça y est, on va prendre un coach un peu plus moderne, un peu plus novateur. La dernière fois que ça avait été fait, c'était Pierre Aristouille, et ça n'avait pas duré très longtemps, c'est ça ma seule crainte, ma vraie limite, c'est de voir si les Kita auront de la patience, parce que Luis Castro arrive de Ligue 2, il a fait de très belles choses avec Dunkerque, 4e du championnat, demi-finaliste de Coupe de France, c'est un coach qui propose pas mal de choses, on l'a vu notamment avec le piège du hors-jeu, derrière le Barça, à un moment donné dans la saison, c'était l'équipe qui réalisait le plus de hors-jeu pour ses adversaires en Europe, c'est quand même une stat qui est assez incroyable, et du coup on a envie de voir si Luis Castro va pouvoir transposer ses idées de Dunkerque à Nantes, et là c'est pas du tout évident, parce qu'on sait que les Kita, Valdemar et Franck, père et fils, ne sont pas des personnes très patientes, et on peut imaginer que si le FC Nantes perdait 3 ou 4 matchs lors des premières journées, ça pourrait vite chauffer pour Luis Castro, et pourtant je pense que le mot d'ordre ça doit être ça, c'est attendre, la patience, il faut du temps à Luis Castro pour reconstruire ce FC Nantes qui a perdu beaucoup de joueurs cet été, on a évoqué le cas de Mathys Albin, Moses Simon, vous l'avez vu, a rejoint le Paris FC, Nicolas Palois s'est engagé avec Reims, on a Nathan Zézé qui est parti en Arabie Saoudite, Pedro Chirivella, Douglas Augusto, bref, pas simple du tout de composer avec tous ces départs, on a quand même du mercato et des recrues, il y en a bien besoin, avec 2 joueurs sud-coréens, on a aussi Chidozie Awaziem qui revient, ou encore un renfort offensif vétéran, Youssef El Arabi, mais ce qui est intéressant avec ce FC Nantes, c'est la jeunesse, et oui, à Jonelière, le centre d'entraînement, centre de formation, c'est une équipe où historiquement, on a formé de très bons éléments, le grand FC Nantes, le jeu à la nantaise, et ça je pense que Luis Castro l'a bien compris, le renouveau du FC Nantes passera par ces jeunes-là, on en a aperçu déjà avec Louis Leroux la saison dernière qui a été très intéressant, il y en a d'autres qui se sont montrés lors de la préparation, Doucouré en défense centrale, Tabibou au milieu de terrain, Herbag Guirassy en attaque, et même des joueurs qui se sont révélés en national comme Yacine Benatab, on a donc envie de voir ce que ce FC Nantes nouvelle version peut donner, là on est sur un véritable tournant, ça passe ou ça casse, alors bien sûr il y a encore des recrues qui vont arriver, quand je vous présente le 11, on va se rendre compte que oui, il y a des postes où ça peut être un petit peu faible, pourquoi pas en attaque, au milieu de terrain il faut voir, j'ai oublié parmi les recrues, il y a l'option d'achat de Le Penant qui a été levée en provenance de Lyon pour à peu près 2 millions d'euros, sinon ce 11 ça donne ça, avec Lopez au cage, une défense à 4 avec Amiens, Doucouré, jeune joueur qui a été très bon lors de la préparation, Awaziem, Kodza, au milieu de terrain on a donc Le Penant, Kwon qui arrive en provenance du Celtic Glasgow, et Louis Leroux qui sera un petit peu ce porte-étendard de cette jeunesse nantaise, et devant pour l'instant on a Benatab, Mostafa Mohamed, lui aussi qui a marqué pas mal lors des matchs amicaux, et Herbag Guirassy, il n'y a donc pas de Mathys Albin, s'il y avait la présence de cet attaquant, je suis quasiment sûr que le FC Nantes pourrait se maintenir, parce que c'est un très bon joueur, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à l'équipe de Luis Castro, mais on a le sentiment que l'histoire est terminée entre eux deux, enfin c'est surtout que Mathys Albin a envie de partir du FC Nantes, donc pour l'instant je ne l'ai pas mis dans le 11, mais du coup est-ce que ça peut être suffisant pour le maintien? Là autant le Paris FC, on a envie de voir ce que cette équipe peut donner avec la découverte de la Ligue 1. Là, le FC Nantes, il y a pas mal de joueurs qui connaissent ce championnat, mais on sait que c'est une équipe qui a été sur un fil très tendu, un équilibre précaire pendant pas mal d'années, et c'est à Luis Castro un petit peu de permettre à l'équipe de retrouver de la sérénité et aussi un petit peu plus de plaisir dans le jeu, parce que c'est vrai, quand on se posait devant les matchs du FC Nantes, souvent c'était assez éprouvant. Du coup, est-ce que cet entraîneur portugais qui a également coaché les équipes de jeunes du Benfica peut être un petit peu le sauveur, le druide qui permet au FC Nantes de retrouver des belles couleurs? Ça, c'est une question fondamentale, et j'imagine quand même que Nantes souffrira un petit peu, que ce sera pas simple lors des premières semaines, premiers mois, que cette équipe va encore lutter pour le maintien. Désormais, place au terrain, avec une première rencontre assez périlleuse contre le Paris Saint-Germain et une réception dimanche soir. On a encore du mercato, parce qu'on a des joueurs qui arrivent. Là, vous avez le petit Amadi Camara qui est à gauche, qui est peut-être plus un joueur axial qui arrive en provenance du Sturm Graz, qui est prêté. On a aussi Michael Lado, ailier droit, autre renfort offensif, et je pense qu'il y en a bien besoin quand on voit tous les départs qui pourraient intervenir, parce que même Mostafa, il a été annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, mais aussi en France à
l'OGC Nice. On a aussi un autre joueur à surveiller, lui qui est plutôt un milieu de terrain offensif, c'est Yoon Seok-hong qui arrive en provenance de Mayence. Il est prêté, lui en Belgique c'était un super joueur, en Bundesliga ça n'a pas forcément pris, mais si Luis Castro lui fait confiance et lui donne du temps de jeu, je suis persuadé que ça peut être une vraie belle découverte en Ligue 1. On est donc sur un moment clé pour le FC Nantes qui va devoir un petit peu se remobiliser, repartir de l'avant. J'aime beaucoup le choix de Luis Castro, mais on sait qu'il y a beaucoup de paramètres en compte et que la direction est assez éprouvante avec ses entraîneurs. Pas simple donc pour le coach portugais de réussir, mais en tout cas il y a quelques éléments qui permettent d'être optimiste. Il y a cet appui de la formation, il y a des recrues assez intéressantes qui viennent de championnat, on n'a pas trop l'habitude de voir ça à Nantes. Les dernières années n'ont pas été de tout repos pour les supporters nantais et j'espère que cette nouvelle ère leur apportera un petit peu de répit. Pour la troisième équipe à évoquer dans ce tour d'horizon des clubs qui m'intéressent pour cette nouvelle saison, là on va passer sur du très très lourd avec Liverpool et un mercato XXL que vous connaissez tous, Ekitike, Florian Wirtz, Frimpong ou encore Milos Kerkez, et c'est pas fini, on attend d'autres renforts du côté des Reds. On a le sentiment que les Reds ont un appétit féroce et il y a de quoi. C'est vrai que le titre remporté la saison dernière en Première Ligue a été un vrai succès pour Arne Slot. Première saison, lui qui a pris la succession de Jürgen Klopp, on sait que c'est pas simple de passer après un coach qui a laissé une telle empreinte, qui a été vraiment un monument à l'échelle d'Anfield, et pourtant Arne Slot, le coach néerlandais, a su prendre un petit peu le pouls, s'appuyer sur les bonnes fondations laissées par l'entraîneur allemand, avec quelques initiatives bienvenues comme le repositionnement de Gravenberch en 6, installé définitivement comme sentinelle, qui a été un des joueurs de la saison côté Liverpool. Et là, on a envie de plus pour les Reds, avec encore en tête l'élimination assez précoce en Ligue des Champions, en huitième de finale contre le Paris Saint-Germain, au tir au but. Liverpool qui a terminé haut la main premier de cette fameuse phase de groupe unique. Et désormais, on a envie de continuer sur cette dynamique, d'armer lourdement Arne Slot. Il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Au-delà des recrues, c'est forcément des départs. Darwin Núñez qui est parti en Arabie Saoudite, Trent Alexander-Arnold qui s'est engagé libre au Real Madrid, et aussi le drame terrible survenu pour Diogo Jota qui a perdu la vie dans un accident de la route avec son frère André Silva. On a donc décidé du côté de Liverpool de beaucoup investir. C'est vrai que le club de la Mersey n'a pas lésiné sur les moyens, 293 millions d'euros investis pour le moment, et ça pourrait encore grimper au niveau de la facture, avec le retour notamment d'un personnage très important dans l'organigramme des Reds, c'est Michael Edwards, le directeur sportif, qui a pu mettre en place ce mercato XXL, et on avait bien besoin, renouvellement des latéraux, arrivée de Frimpong et de Kerkez, des renforts offensifs de poids pour recomposer l'attaque et accompagner Mohamed Salah qui a prolongé, un Florian Wirtz, un Ekitike. On a pu déjà avoir un aperçu de ce Liverpool New Look version Avengers avec le Community Shield, malheureusement perdu contre Crystal Palace au tir au but. On se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot et c'est normal, c'est le premier match de la saison. Alors oui, c'était un trophée en jeu donc c'est toujours regrettable, mais il faut pas tomber dans l'excès, dans la culture de l'instant. Même si Liverpool est très attendu, qu'il y a un mercato XXL, il faut quand même que Frimpong, Wirtz et Ekitike qui viennent de Bundesliga s'adaptent. Moi je suis plutôt confiant pour cette saison de Liverpool, même si on sait que les enjeux sont colossaux et surtout la pression. Tout le monde attend ce Liverpool, que ce soit en Première Ligue où il faudra garder sa couronne, et beaucoup d'équipes à côté qui se sont renforcées, Arsenal, City, Chelsea, Tottenham, etc. Et en Ligue des Champions où il faudra faire bien mieux que la saison passée et ce huitième de finale. Mais on sait qu'à Liverpool on a quand même du banc, on a étoffé grandement l'équipe et vous allez le voir, c'est vrai que ça donne un petit peu envie quand on voit les deux 11 possibles et surtout le 11 titulaire. Alisson Becker au cage avec Mamadashvili en doublure, c'est quand même pas mal quand on voit ses performances avec Valence et surtout lors du dernier Euro avec la Géorgie. Frimpong, Konaté, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Au milieu de terrain, McAllister, Gravenberch. Même si on a vu Szoboszlai être testé dans le double pivot, moi je suis pas fan de ça et je pense que le retour du duo McAllister-Gravenberch va faire beaucoup de bien à cette équipe. Mohamed Salah qui a bien prolongé, Florian Wirtz pour guider tout ça, Gakpo à gauche, à voir évidemment s'il reste comme titulaire avec une recrue offensive attendue, et puis Ekitike sur le front d'attaque, lui qui a marqué son premier but en match officiel, qui aurait pu faire mieux, qui a eu des occasions aussi pour mettre un doublé. Quand on voit aussi les remplaçants, c'est intéressant, Harvey Elliott, Curtis Jones, Connor Bradley, Robertson, Joe Gomez. À coup sûr, ce mercato XXL de Liverpool n'est pas terminé, ça parle pas mal de la possibilité de faire venir un attaquant supplémentaire, que ce soit Isaac ou Rodrigo, mais en défense aussi, ça va bouger, il y a besoin de remplaçants à Van Dijk et Konaté. Pour Konaté, on sait qu'il y a la possibilité peut-être d'aller au Real Madrid dans un an, donc il faut anticiper, préparer l'avenir. On parle beaucoup de Leoni, jeune défenseur italien de Parme, c'est quasiment fait, je l'ai pas mis dans le 11 parce que vous savez les retournements de situation du mercato, mais c'est un joueur qui est trop cher pour les clubs italiens et Parme va toucher une très très belle somme estimée à 30 millions d'euros. Et puis Marc Guéhi, on pourrait ne pas se limiter à un seul joueur supplémentaire en défense qui pourrait venir aussi pour compenser, pour aider cette défense. Mais évidemment, s'il y a les moyens, c'est une bonne initiative déjà pour étoffer cette profondeur de banc et puis comme je vous l'ai dit, pour anticiper les départs à venir dès l'été prochain. Mais on a toujours cette question de l'équilibre. Est-ce que c'est pas trop offensif? Est-ce que mettre deux latéraux comme Frimpong et Kerkez et autant de joueurs offensifs devant le double pivot, ça représente pas un risque? C'est vrai qu'on a vu une défense de Liverpool à l'image de Virgil van Dijk en souffrance
souffrance lors du match contre Crystal Palace. Après, c'est le temps peut-être de développer des automatismes, de mettre tout ça en route. Liverpool est une équipe qui aura la plupart du temps, à 85-90% de ses matchs, le contrôle du ballon. Donc forcément, c'est intéressant de mettre en place ce jeu très offensif. Et aussi un petit mot au niveau des jeunes joueurs sur Rio Ngumoa. Vous voyez en tant que remplaçant de Cody Gakpo, ça, c'est une vraie curiosité. C'est un joueur qui a eu beaucoup de temps de jeu lors de la préparation, qui a marqué énormément de points, 16 ans, passé par la formation de Chelsea, qui lui pourrait faire des étincelles. Je pense que c'est important du côté des Reds de ne pas oublier de promouvoir ces jeunes en équipe première, de continuer cette filiation. Il y a certains joueurs qui sont restés bloqués, on en a d'autres qui ont permis à Liverpool d'avoir un peu plus de profondeur de banc, à l'image de Connor Bradley, mais vraiment, Rio Ngumoa, j'insiste, il y a quelque chose, il y a ce fameux petit truc en plus avec ce joueur, et je suis persuadé qu'il aura des opportunités concrètes dès cette saison avec Liverpool. C'est donc une saison faste qui s'ouvre pour les Reds, elle a déjà commencé, maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai qu'au niveau de la hype et surtout du verdict final, où en seront les Reds en mai 2026, on a envie de voir un petit peu ce que ça donne. Certains vont être d'une exigence rare, ne vont pas pardonner le moindre faux pas, mais j'ai envie de laisser quand même un petit peu de temps à ce Liverpool-là pour avancer, pour se développer. J'imagine que la machine sera peut-être parfaitement rodée en novembre-décembre à l'approche du Boxing Day. En tout cas, c'est une grosse attente, surtout en Ligue des Champions. On a envie de revoir les Reds un petit peu faire une épopée européenne mythique, comme c'était le cas lors des années précédentes. La dernière finale remonte à 2022, on s'en souvient, c'était au Stade de France contre le Real qui l'avait emporté. J'ai envie de voir si ces Reds-là ont appris de l'échec de l'an passé face au PSG. D'un champion à l'autre, on passe à la Serie A pour évoquer le Naples d'Antonio Conte. Ça va être une drôle de saison parce que pour la deuxième année de l'entraîneur sur le banc, il va y avoir la Ligue des Champions en plus. L'an dernier, ça a été une année exceptionnelle avec le titre en Serie A, la saison remarquable de McTominay, l'arrivée de Lukaku, le soldat préféré de Conte. Mais désormais, il va falloir jouer sur tous les tableaux et être compétitif en Ligue des Champions sans évidemment oublier la Serie A. Et ça a été l'objectif de Conte et du président De Laurentiis cet été en faisant un mercato dans le sens pour beaucoup augmenter la profondeur de banc. On allait chercher des joueurs capables d'évoluer dans plusieurs contextes différents, Serie A, Ligue des Champions et Coupe. En tête d'affiche, bien sûr, c'est Kevin De Bruyne, 34 ans, qui arrive dans un nouveau championnat, qui va pouvoir guider un petit peu cette équipe napolitaine. On espère le voir à l'aise dans un championnat. On a l'habitude de faire grandement confiance aux seniors. On a aussi des renforts dans différents secteurs du jeu. Vanja Milinkovic-Savic comme gardien remplaçant. On a en défense centrale le plus gros investissement de l'été, Sam Mekema, qui arrive. Lui, il connaît bien la Serie A de Bologne pour 31 millions d'euros. Autre renfort défensif, lui, c'est plutôt pour l'avenir, c'est Luca Marianucci qui arrive d'Empoli pour 9 millions d'euros. Et puis des profils assez offensifs comme Noah Lang qui arrive du PSV Eindhoven et Lorenzo Luca, prêté par l'Udinese, pour un petit peu étoffer ce Napoli-là qui en a bien besoin. C'est vrai que le 11 a très bien tourné en Serie A l'an dernier lors des 38 journées, parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe à côté, mais là pour le coup, il y aura des matchs tous les 3 jours, il faut forcément un petit peu étoffer ce banc, permettre à Conte d'avoir de la flexibilité et de pouvoir faire tourner, et vous allez voir qu'il y a de quoi faire, parce que j'ai préparé 2-11 avec d'abord le titulaire, et forcément une équipe qui pourrait très bien tourner. J'ai rajouté à gauche comme latéral Miguel Gutiérrez, parce qu'on a eu le Erwigo de Fabrizio Romano. Alors on sait des fois qu'il y a des retournements de situation, mais là pour le coup j'ai pas évoqué ce nom dans les précédentes recrues, mais ce serait un très très bon renfort parce que à Gérone il a énormément progressé, jeune joueur formé au Real Madrid, et en tant que latéral, que ce soit défensivement ou offensivement, il apporte beaucoup dans son couloir. On a donc au cage Meret, en défense Di Lorenzo, Bekema, Ramani et Miguel Gutiérrez, un milieu de terrain avec De Bruyne, Lobotka et McTominay auréolé dans son titre de MVP, et puis une attaque où on a Romelu Lukaku dans l'axe, accompagné pourquoi pas de David Neres et Noah Lang, le 4-3-3 installé depuis pas mal de temps par Spalletti, qui a été une continuité pour Antonio Conte. Et puis comme je vous l'ai dit, si on fait juste le 11 des remplaçants, on se rend compte qu'il y a quand même de la qualité pour jouer sur plusieurs tableaux, avec Milinkovic-Savic au cage, Zanoli, Bongiorno, Marianucci et Oliveira en défense, Asa, Zambo-Anguissa, Gilmour, et puis devant, Sgarbi, Luca et Politano. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Alors je sais pas en championnat combien ça terminerait si c'était juste le 11 de départ du Napoli. Je pense que ça pourrait lutter pourquoi pas pour l'Europe, mais à 3 semaines de la fin du mercato, je trouve que l'objectif du marché des transferts de donner à Antonio Conte 2-11 compétitifs est plutôt rempli. On se dit que ça pourrait être assez intéressant pour Naples d'avoir ces différents joueurs. Je pense qu'il y aura beaucoup de rotation à venir parce qu'il y a des joueurs qui évidemment se contenteront pas d'une place de remplaçant comme Lorenzo Luca qui sort d'une année intéressante à l'Udinese, Politano qui est un joueur maintenant habitué de cette équipe, ou encore des renforts défensifs, Bongiorno qui est arrivé l'an dernier, qui a été gêné par une blessure, mais lui au Torino, sa saison 2023-2024 était très encourageante, Zambo-Anguissa, Gilmour, des internationaux.
Donc moi je me dis que ce Napoli-là fait partie des équipes à suivre. Alors forcément celui qui a eu la vision, c'est celui qui l'avait placé comme équipe championne la saison dernière, mais on sait qu'Antonio Conte a des fois la bougeotte, que c'est un entraîneur qui pourrait partir au clash très très vite. Là j'ai envie de voir s'il peut un peu plus s'installer dans le temps, rester enfin sur 3-4 ans. Je remets le 11 titulaire, mais je trouve que ça a vraiment une très très belle allure en prenant en compte les remplaçants. On se dit que De Laurentiis a répondu présent sur le mercato. On sait qu'à Naples, des fois on a été déçu de la gestion des dirigeants sur le marché des transferts, on n'a pas été assez ambitieux, audacieux. Là je trouve que sur le papier, on a donné à Antonio Conte deux équipes capables de jouer sur tous les tableaux. Désormais, reste à voir la vérité du terrain. Et puis d'un point de vue peut-être un peu plus romantique, symbolique, voir un petit peu si Kevin De Bruyne va réussir à être une nouvelle idole pour le stade Maradona. Je pense qu'il a tout pour s'épanouir, réussir là-bas, en espérant bien sûr que les blessures le laissent tranquille à 34 ans. Mais pour moi, ça peut être le guide de ce Naples très très ambitieux. Toujours en Italie, autre projet ambitieux, on aurait pu évoquer la Roma qui va découvrir Gasperini comme nouvel entraîneur, mais moi j'ai envie d'aller plus au nord pour évoquer le cas de Comme, et oui, équipe promue la saison dernière qui a fait une belle saison, 10e sous les ordres de Cesc Fabregas. On sait que c'est une équipe où il y a beaucoup de moyens. Como 1907 a le propriétaire le plus riche d'Italie. Jarum, une société indonésienne qui fabrique du tabac, a repris les commandes du club il y a quelques années. On rappelle que Comme, il y a encore 7 ans, était en 4e division en série D, et petit à petit ils ont grimpé les échelons. On sait aussi qu'il y a beaucoup de glamour autour de cette équipe, avec des actionnaires minoritaires comme Thierry Henry et des stars d'Hollywood qu'on voit dans le stade, Matthew McConaughey, Orlando Bloom. On sait qu'il y a aussi forcément le prestige, l'aura de Comme et du lac, superbe région au passage, allez y faire un tour, vraiment c'est assez incroyable à voir. Mais on n'est pas là pour faire un petit point TripAdvisor, il faut qu'on parle forcément du projet sportif pour cette deuxième saison en Serie A. Comme a décidé de passer l'accélérateur avec beaucoup d'investissements sur le mercato. Pour l'instant on est sur un mercato supérieur à 100 millions d'euros avec 11 recrues en tout et quelques joueurs que vous connaissez bien comme Morata qui est prêté par le Milan, mais aussi des jeunes joueurs comme Jesus Rodriguez qui arrive du Betis Séville. On a le sentiment qu'on a envie de donner beaucoup de pouvoir, de moyens à Cesc Fabregas, qui est un entraîneur jeune, qui est arrivé lui en tant que joueur pour finir sa carrière à Comme et qui est là depuis pas mal de temps. C'est quelqu'un qui a su mettre petit à petit en place son projet. D'ailleurs Comme a résisté à l'approche de l'Inter Milan qui voulait Fabregas cet été pour remplacer Simone Inzaghi parti en Arabie Saoudite. On est sur une deuxième saison et moi j'ai l'impression que Comme va pouvoir nettement se rapprocher des places européennes. Pas simple de se faire une place au soleil et d'accrocher le fameux wagon européen, mais là on a quand même un Comme qui est parmi les équipes les plus dépensières cet été en Italie, qui a vraiment passé ce coup d'accélérateur. Le premier mercato, celui effectué à l'été 2024 lors de la remontée, on était sur 12 millions d'euros investis. Là on a quasiment décuplé et vous allez vous rendre compte que ça rigole pas du tout avec les moyens déployés. Beaucoup de joueurs je pense que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais c'est l'occasion aussi de découvrir ça. Je pense forcément au duo Nico Paz-Diao qui a été très performant la saison dernière lors de la deuxième partie de saison. Nico Paz est le meilleur jeune joueur qui reste à Comme. On sait qu'il y avait peut-être des tractations pour qu'il revienne au Real et ça c'est une très bonne nouvelle pour Fabregas qui reste. Ça parle aussi d'un intérêt de Tottenham avec la blessure de James Maddison, donc attention parce que le mercato reste assez long. On a donc une équipe. Alors est-ce que vous trouvez ça assez compétitif? Je ne sais pas, mais en tout cas on est sur une certaine continuité. Des joueurs qui étaient déjà là la saison passée comme Perron, Cacré, Alex Vaillé dont l'option d'achat a été levée en provenance du Barça, la défense centrale Kempf, Dossena qui ne bouge pas, et sinon comme je vous dis on a décidé de passer un petit coup d'accélérateur sur les recrues, sur les jeunes talents avec notamment Baturina, milieu offensif croate qui arrive du Dinamo Zagreb, un joueur assez soyeux qu'on a envie de voir un petit peu dans un championnat top 5 européen. Jadon Adey, lui aussi gros espoir de la formation d'Akmar qui arrive. On a également Ramon, défenseur central formé au Real Madrid qui a été approché par Fabregas. Jesus Rodriguez qu'on a évoqué, gros investissement de l'été, le plus gros 22 millions d'euros. Et puis un autre élément qui va pouvoir se montrer en Serie A, c'est Nicolas Kuhn, l'Allemand qui arrive du Celtic Glasgow. Donc on a vraiment l'idée, même sans Coupe d'Europe, d'avoir beaucoup de profondeur de banc, je trouve. Ça va être assez difficile de prendre des places, ça va se bousculer un petit peu. Là pour l'instant je pense qu'on partirait sur ce 4-2-3-1 avec du coup Butez au cage, Van der Brent, Dossena, Kempf, Alex Vaillé en défense, le double pivot Perronnet-Cacré, Perronnet qui a été acheté directement à City qui était prêté l'an dernier, et puis Diao, Nico Paz, Jesus Rodriguez pour accompagner Morata, et même des remplaçants vraiment de qualité, Douvikas, Adé, Maturina, Kuhn sur le front de l'attaque. Je trouve que c'est quand même pas mal, sans oublier d'Acuna, milieu français très intéressant dans la rotation l'an passé pour Fabregas. Maintenant il n'y a plus qu'à, quand tu fais un mercato à 100 millions d'euros, que t'es Comme, que t'es Fabregas, que t'as recruté beaucoup de noms connus à l'image de Morata, s'il n'y a pas de qualification en Coupe d'Europe, est-ce qu'on sera déçu? On parle d'une équipe qui fait sa deuxième année en Serie A, on sait que pour un promu qui reste, c'est toujours la plus dangereuse. On ne pourra pas se contenter d'un maintien facile, non. Pour moi, Comme doit jouer au moins le top 10, se rapprocher des places européennes, une qualification en Europa ou Conference League, je pense que c'est possible. Maintenant, il faut être assez patient parce que certains imagineront direct la Ligue des Champions. Non, je pense que cette équipe est d'abord taillée pour embêter les équipes comme la Fiorentina, comme Bologne, pourquoi pas les équipes de Rome, et de s'inviter dans ces belles soirées européennes du jeudi soir
voir en attendant mieux. Et puis Fabregas, c'est un coach qu'on va continuer à découvrir, à appréhender. C'est quelqu'un qui pourrait passer dans une autre dimension s'il y a une très belle saison pour Com. Là, il y a eu un intérêt de l'Inter, mais si dans un an, il fait une saison où il emmène Com en Coupe d'Europe, moi je pense qu'il pourra aller voir plus haut. Après, avoir évidemment les intentions des dirigeants, si on a envie de construire un club très ambitieux, très compétitif, avec Fabregas comme homme de base, je pense que pour l'instant, c'est l'idée. En tout cas, moi je suis persuadé que ce Com-là sera le poil à gratter de la Serie A en 2025-2026. Pour le club suivant, on va traverser la Méditerranée, direction l'Espagne, et oui, il faut qu'on se penche aussi sur la Liga. Encore une fois, une saison qui s'annonce palpitante, le Barça de Flick qui doit confirmer pour une deuxième saison, et surtout le Real Madrid qui entame un nouveau cycle avec Xabi Alonso et des recrues comme Dino Hussein, Alvaro Carreras ou encore Trent Alexander-Arnold. Mais perso, j'ai plutôt envie de me focaliser sur l'Atlético de Madrid, le club du Cholo qui va entamer sa 15e saison au club, un record de longévité pour un entraîneur en Europe, mais depuis la saison 2020-2021 et cette fameuse Liga prise avec notamment Luis Suarez, on attend de nouveau un trophée du côté des Colchoneros. Ça fait un petit moment et pourtant l'Atlético est un club qui dépense pas mal, qui a fait des investissements importants à l'image de Julián Alvarez l'an passé, et on commence peut-être à s'impatienter de voir l'Atlético pas être capable de refaire une épopée en Europe, de reprendre une coupe et même de concurrencer de nouveau le Real et le Barça en championnat. Trop c'est trop pour les dirigeants du club madrilène qui ont décidé de sortir le chéquier. D'ailleurs leur directeur sportif Berta a rejoint Arsenal. On a déjà dépensé cet été 175 millions d'euros du côté de l'Atlético pour 9 recrues et vous allez le voir qu'il y a plutôt du beau monde, notamment au niveau des jeunes joueurs. Et ça, c'est un petit tournant, je pense, c'est assez intéressant, c'est qu'on prépare un nouveau cycle, une nouvelle ère du côté des Colchoneros, avec pas mal de jeunes joueurs, Ruggeri, Almada, Pubil ou encore Johnny Cardozo. On investit sur des profils assez jeunes capables d'aider les Colchoneros. On a aussi des joueurs de complément comme Anco en défense ou Raspadori sur le front de l'attaque et une recrue, je pense, qui est peut-être un petit peu la vedette de ce mercato parce que c'est un joueur qui est excellent depuis plusieurs saisons en Espagne. C'est Alex Baena qui avait été aussi annoncé un temps du côté du Barça et lui c'est vraiment le joueur qui va m'intéresser je pense le plus, même si je trouve qu'il y a beaucoup de noms très intéressants dans cette équipe madrilène parce que j'ai envie de voir si Baena peut passer ce cap supplémentaire, s'installer comme un titulaire indiscutable et puis aussi se rapprocher un peu plus des postes importants en sélection espagnole, quoi qu'il arrive pour ce nouvel Atlético, même si c'est toujours particulier de dire ça, parce qu'on a un entraîneur qui est en place depuis très longtemps, avec une recette qu'on connaît tous par cœur, mais un Atlético quand même qui propose de temps en temps du jeu un peu plus, on n'est pas sur un chuismo pur et dur. Je trouve que l'Atlético essaye d'évoluer quand même, et ce mercato orienté sur la jeunesse et des profils très intéressants de complément pour l'équipe actuelle, je trouve que ça a du bon sens. On va d'ailleurs de suite regarder l'équipe qui va être alignée, et un petit peu comme Naples, alors là j'ai pas préparé le 11 des remplaçants, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de qualité au niveau du banc, on partirait sur un 4-4-2 classique pour le Cholo, avec Yann Oblak toujours là au cage, avec Juan Musso comme suppléant, on a Marco Llorente, le Normand Anco qui a été recruté au Feyenoord et Ruggeri en défense, avec Marc Pubil, Jiménez l'anglais et Ravi Galan comme doublure. On a au milieu de terrain Juliano, Koke, Gallagher et Baena, et là aussi il y a des remplaçants de grande qualité comme Barrios, Johnny Cardozo qui a été recruté du Betis, super joueur en Liga, vraiment l'international américain, j'adore son style de jeu, et Almada qu'on a pu un petit peu découvrir en Ligue 1 même si ça a été assez court du côté de l'OL, et je trouve vraiment que c'est un bon move de sa part d'aller à Madrid, hâte de voir un petit peu sa progression, puis surtout dans une équipe où tactiquement il va falloir être bien rodé. Et puis sur le front de l'attaque, on a quand même Julián Alvarez Sorloth. J'ai mis Griezmann comme remplaçant, il a prolongé, ça devrait être sa dernière année en Europe avant de partir pourquoi pas pour la MLS. On a aussi Raspadori comme attaquant de complément qui a été recruté pour un peu plus de 20 millions d'euros au Napoli. On a pas mal de joueurs qui sont partis, des éléments très importants comme Rodrigo de Paul qui a rejoint Messi à l'Inter de Miami. On a aussi des joueurs de complément, Samuel Lido, Renildo, des joueurs qui avaient un petit peu disparu de la circulation comme Thomas Lemar, Sonliguez, mais aussi des jeunes éléments à l'image de Rodrigo Riquelme. Maintenant on va voir ce que cet Atlético va donner. Qu'est-ce que j'en attends personnellement? Je pense que ça doit être à la lutte pour le titre avec le Real et le Barça, si possible jusqu'au bout. Pourquoi pas enfin reprendre une Coupe d'Espagne, ça fait très longtemps. Et puis pourquoi pas une nouvelle épopée en Europe. C'est vrai que ça fait au moins depuis la saison peut-être 2017 qu'on n'a pas eu l'Atlético dans le dernier carré. Ça commence à remonter. On a envie de revivre ces frissons européens du mardi et mercredi soir comme à la grande époque du Vicente Calderón. J'attends pas que l'Atlético remporte la LDC. Je le sais, il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu mieux armées pour aller jusqu'au bout. Mais je me dis que ce 11-là et surtout la capacité de l'Atlético à embêter tout le monde, ça permettrait quand même d'être plutôt optimiste. Pourquoi pas un quart, si possible une demi-finale, mais j'ai envie de revoir cet Atlético conquérant et pas faire des matchs parfois ternes comme on l'a vu contre le Real, City ou le Bayern, des fois en position d'outsider, alors qu'il y avait la place pour faire un bien meilleur résultat. En tout cas, sur le papier, j'aime beaucoup ce mercato, cet Atlético qui va un peu plus sur les jeunes joueurs, des talents à développer, qui reprend sa tradition à l'image de Baena, Almada ou Ruggeri. Maintenant, on va voir, on sait que les intentions du mercato, que si sur le papier ça a de la gueule, parfois en cours de saison ça peut dérailler. L'Atlético nous a souvent déçus. Là, je me dis qu'il y a quand même pas mal d'espoir. On se donne rendez-vous comme d'habitude au printemps où c'est toujours un petit peu l'instant de vérité pour cette équipe.
Forcément, il nous reste un dernier gros championnat européen à voir, et c'est la Bundesliga, et j'ai décidé de m'arrêter sur l'Eintracht Francfort. Déjà parce que c'est une équipe qui fait beaucoup parler lors des mercatos, on le sait, c'est devenu une spécialité de très bien vendre ses attaquants, Luka Jovic, Sébastien Haller, Randal Kolo Muani, Omar Marmouche, et plus récemment Hugo Ekitike, qui est parti à Liverpool pour à peu près 95 millions d'euros. On se dit que certains attaquants qui sont encore à Francfort pourraient suivre cette trajectoire, notamment Eli Wahi, qui est arrivé il y a 6 mois, ou encore Jonathan Burkhardt, très très bon neuf de Bundesliga, qui est arrivé en provenance de Mayence. C'est un club qui travaille très bien, qui a eu des bons résultats en Europe, qui a d'ailleurs remporté l'Europa League il y a quelques années, et sont de nouveau qualifiés en Ligue des Champions. On les avait plus revus depuis la fameuse saison où Kolo Muani avait grandement brillé. Désormais, on va voir si Francfort peut être capable peut-être d'aller chercher mieux. Et oui, c'est la question que je me pose. Est-ce que l'Eintracht est capable d'aller, pourquoi pas, bousculer la hiérarchie, d'aller chercher le Bayern, de jouer des coudes, de bousculer Leverkusen Dortmund et de faire mieux que 3e son classement de l'an passé? En tout cas, je trouve que le travail de cette équipe est assez admirable. C'est un modèle qui fonctionne très bien. On cible des jeunes joueurs à gros potentiel, on les développe, ils s'éclatent en Bundesliga, ils font leurs stats, et derrière, on récupère un très beau chèque. J'ai l'impression que la formule Francfort marche à merveille. Mais vous allez le voir, l'équipe de Dino Topmüller, c'est pas juste des attaquants qui brillent et qui marquent une palanquée de buts, c'est aussi des milieux de terrain qui travaillent très bien, des défenseurs intéressants, même si je mets toujours un petit bémol sur ces secteurs, parce que je trouve qu'il y a quelques lacunes pour pourquoi pas aller concurrencer le Bayern si on parle de titre. Et oui, j'ai envie d'être très ambitieux pour Francfort, parce que je trouve que sur le papier, l'équipe, elle a vraiment une belle allure. Je me dis que ça pourrait embêter pas mal de monde. Alors évidemment, j'ai mis Kevin Trapp au cage, vous le savez, les aléas de l'enregistrement du mercato, il est annoncé du côté du Paris FC, donc peut-être que ça ne restera pas le gardien numéro 1 de l'équipe de Francfort, ça pourrait être Santos, un jeune gardien brésilien qui prendrait la relève. En défense, je l'ai dit, il y a Christensen, Collins, Robin Koch et Brown, ça tient la route, je pense que c'est solide pour une équipe Europa League 4-5e, mais pour aller chercher plus, peut-être que c'est là qu'il faudrait encore faire une à deux retouches, aller chercher ce fameux crack défensif, même si évidemment il va pas se trouver facilement, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité du côté de Francfort pour encore plus progresser et aller chercher des top 3 réguliers et pourquoi pas un titre. Ensuite, j'aime beaucoup le milieu de terrain avec des profils très intéressants comme Hugo Larsson qui a pris son envol, on a Shaibi qu'on avait découvert du côté de Toulouse, Baoya qu'on avait aperçu avec Angers en Ligue 2 qui lui se développe pleinement et pareil, je pense que ce sera la prochaine grosse vente de Francfort. On a aussi Højlund au milieu de terrain qui est remplaçant le petit frère de Rasmus Højlund. On a également Ritsu Doan, et ça c'est une très très belle recrue je trouve, qui a été pris à Fribourg cet été, un joueur qui connaît par cœur la Bundesliga, l'international japonais évolué depuis plusieurs saisons dans ce championnat allemand. Pour ceux qui l'ont découvert, c'était d'abord aux Pays-Bas, en Eredivisie, au PSV et aussi à Groningen. En tout cas, je trouve que c'est un très bon renfort et Francfort a dépensé 20 millions d'euros. Donc ça c'est vraiment un coup où on se dit qu'on se donne les moyens aussi d'aller en Ligue des Champions parce que Francfort disputera la phase de groupe et d'être compétitif en championnat. Et enfin, le duo d'attaquants avec Burkhardt ou Wahi, en sachant évidemment que le système de Francfort peut tourner. Le coach Dino Topmüller aime bien alterner entre 4-2-3-1, un 4-3-3 et parfois un 4-4-2. Donc ne restez pas sur ce schéma fixe, hein, ça sera évidemment évolutif. Pareil, j'ai mis Mario Götze en remplaçant de Burkhardt. Non, on n'est plus en 2014-2015. Mario Götze faux neuf, c'est quand même compliqué. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi la profondeur de banc. On a aussi Michi, qui est la doublure de Wahi. On a d'ailleurs vu l'ancien Montpellierin, Marseillais Lensois faire une belle préparation intéressante. Ça a été un petit peu compliqué à son arrivée. Il traînait des blessures, il s'est pas forcément mis en jambes. Mais là, quand on va pleinement lui faire confiance, peut-être que ça pourrait être une grosse vente. Et là, il y en a beaucoup qui se disent, si Francfort réussit à relancer Wahi et derrière le vendre 80-85 millions d'euros, il faut tout fermer la boutique, là c'est plus possible. Mais quoi qu'il arrive, je suis content de pouvoir mettre en avant ce club qui travaille bien depuis pas mal d'années en Allemagne, qui a récupéré des trophées. Là, la saison, elle va être coupée en deux avec la Ligue des Champions. Que peut viser Francfort? Pour moi, je pense qu'ils peuvent au moins aller en barrage, pourquoi pas terminer dans les 24. C'est une équipe qui a une belle expérience européenne, plutôt en C3. Et en championnat, je vous l'ai dit, pourquoi pas être un petit peu optimiste. Les Leverkusen changent de cycle avec l'arrivée de Ten Hag à la place de Xabi Alonso. On a également Dortmund qui a pas beaucoup recruté. On a Leipzig qui va essayer de se relancer après une saison sans Europe. Et puis le Bayern de compagnie qui continue d'avancer mais qui a perdu des joueurs importants, à l'image de Musiala qui sera blessé une bonne partie de la saison. Donc écoutez, je me dis que s'il y avait un coup à jouer, une saison où Francfort pourrait faire l'exploit, c'est pourquoi pas celle-ci. On se donnera évidemment rendez-vous en mai quand Francfort sera 8ème. Ils auront terminé 32e sur 36 en Ligue des Champions et qui seront fait éliminer par une Détroit en Coupe d'Allemagne. Mais en tout cas, je me dis que sur le papier, ça a de la gueule et ça pourrait être une équipe un peu sensation de la saison. Vous le savez, dans la vie, il n'y a pas que les 5 grands championnats européens, il y a plein d'autres ligues, d'équipes qui sont assez intéressantes à suivre. On va un petit peu s'éloigner justement de ce top 5, de ce Big 5, pour aller explorer notamment le Portugal. Il y a une équipe où j'ai envie de voir s'ils vont pouvoir se relancer, c'est le FC Porto, qui sort de 3 années un petit peu difficiles, 3 ans sans titre. On a l'impression que le Sporting et Benfica sont passés devant. L'an dernier en Coupe d'Europe, ça a aussi été délicat, une élimination dès les barrages d'Europa League contre l'AS Roma. Bref, la première année d'André Villas
Villas-Boas en tant que président n'a pas été de tout repos, ça a été compliqué, ses choix d'entraîneur n'ont pas été payants, et là, on a envie de repartir sur des bases sereines, solides. L'ancien entraîneur de Chelsea, de Marseille ou encore de Tottenham a fait son choix, c'est Francesco Farioli qui a récupéré les rênes de l'équipe, lui qui a entraîné aussi l'OGC Nice, l'Ajax Amsterdam, il n'était pas loin d'ailleurs de prendre le titre en Eredivisie, c'est le nouvel homme fort de Porto. On a d'ailleurs un mercato assez intéressant dans ce sens, 80 millions d'euros investis pour donner une belle équipe à Farioli et surtout combler cet écart qui a commencé un petit peu à se creuser avec les deux autres mastodontes du football portugais. Du coup, on a une équipe qui est quand même intéressante, on a d'ailleurs des jeunes joueurs qui sont déjà là et qui vont être des attractions du mercato à venir, peut-être d'ici la fin du marché des transferts actuel, mais je pense que ce sera pour plus tard. Rodrigo Mora, Samu Agueoa, l'attaquant espagnol révélé il y a 2 ans en Liga et qui intéresse beaucoup de monde, notamment en première ligue, on en a parlé de lui à Newcastle pour remplacer Isaac. Je vous l'ai dit, on a plus de 80 millions d'euros qui ont été investis et du coup c'est quand même un Porto qui a de l'allure, on a des profils à relancer. Gabriel Veiga, lui aussi révélé en Liga du côté du Celta Vigo, qui s'est un petit peu perdu en Arabie Saoudite, il a été recruté cet été et ça sent le coup un petit peu malin. On a aussi Jan Bendarek qui arrive un petit peu à la surprise générale, je sais pas, mais qui vient de Southampton, lui qui a fait pas mal d'années en première ligue, qui va devoir être le nouveau patron de cette défense. On a Alberto Costa qui a été recruté à la Juve, qui a fait seulement 5 mois en Italie, et aussi Victor Froholt, 19 ans, milieu qui arrive de Copenhague. Là attention les amis, je pense qu'on tient une pépite avec le tout jeune milieu danois, un joueur très fin techniquement, très habile, balle au pied, et surtout qui va faire partie je pense de ce projet d'un Porto New Look qui va essayer de se relancer à l'échelle européenne et aussi nationale. On va voir si ça va être le cas. L'équipe, qu'est-ce que ça donne sur le papier? Parce que comme d'hab, on se demande. Bah écoutez, c'est plutôt intéressant. Parmi les recrues, j'ai aussi oublié Neuen Pérez, défenseur argentin de l'Udinese. Et comment ne pas mentionner aussi Luc de Jong et cette fameuse annonce surprise lors du match amical entre Porto et Atlético. Personne n'avait eu l'info, que ce soit Fabrizio Romano ou les autres. Luc de Jong a été annoncé en tant que nouveau joueur libre après son départ du PSV Eindhoven. Lui, pour la rotation, je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, sur le papier, bah, c'est quand même une équipe qui est très intéressante. On a Diogo Costa qui commence à prendre un peu d'expérience au cage. On a du coup Alberto Costa, Neuen Pérez, Bednarek, Moura en défense. On a Froholt, Varela et Gabriel Veiga au milieu de terrain. Franchement, cet entrejeu, je trouve qu'il a vraiment une belle allure. Et pour finir les actions, on a différents profils. Pepe, Samu Agueoa, Rodrigo Mora, mais aussi Borja Sainz, De Jong et Gomez. On a vu que Porto a gagné son premier match de championnat, que c'est parti pour un petit peu cette ère de la reconstruction et qu'on est plutôt confiant, j'ai l'impression, du côté des dirigeants, de l'équipe, du staff, même si la route est encore longue. En tout cas, on va peut-être revenir aux bonnes ficelles, aux bonnes recettes de Porto, un club qui était très fort dans la détection de jeunes talents, qui savait très bien vendre. Alors c'est vrai qu'à Benfica et au Sporting, on a vu aussi de très très beaux départs. J'ai l'impression que Porto essaie de rattraper un petit peu ce temps perdu avec des coups comme Froholt, comme aussi Gabriel Veiga à relancer. Je trouve que c'est très intéressant. Reste à savoir si tous les joueurs de ce 11-là resteront jusqu'au bout. Je pense forcément à Rodrigo Mora qui a un intérêt prononcé de la part du Paris Saint-Germain depuis pas mal de temps. On sait que Luis Campos aimerait le faire venir. Est-ce que ce sera pour cet été, plutôt l'été 2026? Est-ce qu'il sera acheté et prêté pour cette saison? À voir la formule. Et puis Samu, comme je vous l'ai dit, il y a des clubs de première ligue qui aimeraient beaucoup le faire venir. On n'est pas à l'abri d'un craquage d'ici le 31 août, le 1er septembre. Sans oublier, j'ai parlé des bons coups, des recrues qui sont venus, qui sont des joueurs assez jeunes. J'ai aussi la formation, hein. Évidemment, on n'oublie pas que Porto est un club qui, comme le reste du Portugal, forme très très bien, sait développer des talents. Peut-être qu'on va voir aussi 2-3 jeunes émerger au cours de la saison. Il ne faut pas mettre de côté cette particularité. Alors, est-ce que ce seront des jeunes aussi forts, aussi étincelants que Rodrigo Mora? Ça, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que ce Porto 2025-2026, ça m'intrigue. J'ai pas pour habitude de suivre tout le temps à 100% championnat portugais, mais ce Porto-là, est-ce qu'il va pouvoir concurrencer de nouveau le Sporting et le Benfica et surtout nous refaire vibrer en Europe? J'ai envie de voir. Et franchement, le 11 a de l'allure. Le banc, c'est pas dégueu pour un club du top 3 portugais. Donc pourquoi pas s'enflammer, s'emballer pour ce Porto-là. Autre équipe hors du top 5 européen qui va me passionner, m'intriguer pour cette nouvelle saison, j'ai envie qu'on se dirige vers les Pays-Bas, l'Eredivisie et le PSV Eindhoven de Peter Bosz, un club qui vient de remporter les 3 derniers titres de champion et qui a surtout fait un beau mercato, qui a pas mal dépensé, 48 millions d'euros à l'échelle du PSV, c'est pas rien, qui a aussi pas mal vendu, à peu près 80 millions d'euros, des joueurs qui étaient importants comme Noah Lang ou Tillman, et des joueurs qui étaient peut-être en train de stagner comme Johan Bakayoko. On a aussi des départs libres, Benitez, Boskagli qui a rejoint lui Brighton. On verra si ce PSV pourra faire mieux que l'an passé. On s'en souvient d'une belle victoire contre la Juve en barrage, mais derrière, en 8e de finale contre Arsenal, ils avaient un petit peu explosé en plat vol et cette défaite 7-1 qui avait fait beaucoup de mal. Désormais, le PSV va devoir se rattraper. Il y a eu pas mal d'investissements très intéressants d'un point de vue défensif, offensif. Aussi, je trouve que c'est pas mal du tout. Le milieu de terrain, c'est plutôt stable. On sait que le PSV est un club qui travaille très bien, qui a su faire émerger des jeunes joueurs néerlandais, qui soient pris dans les autres clubs du pays, mais aussi formés sur place. D'ailleurs, on a un petit clin d'œil historique par rapport à un ancien de l'équipe du PSV Eindhoven, du grand PSV des années 2000. On a aussi des joueurs qui sont cherchés à l'étranger, des talents à développer, mais c'est un club qui peut attirer quand même des joueurs de renom,
qui évoluent dans les 5 grands championnats européens, et ça je trouve que c'est une vraie force de la part du PSV. Du coup, à quoi ressemble ce PSV nouvelle version de Peter Bosz pour la saison 2025-2026? Vous pouvez le voir, il y a pas mal de joueurs qu'on connaît déjà dans l'équipe du PSV, comme Serginho Dest, Ryan Flamingo, Mauro Junior, le milieu de terrain, comme je vous le dis, où ça bouge pas trop avec Sabahiri, Schouten, Verman, et sur le front de l'attaque, l'ancien Perisic qui a 36 ans a fait vraiment une deuxième partie excellente, et du coup, comme je vous l'ai précisé un peu plus tôt, on a eu pas mal d'investissements de joueurs qu'on allait chercher en Bundesliga, comme Kovar, le gardien qui était du côté du Bayer Leverkusen, Sildia qu'on a annoncé un temps à l'OM et qui finalement est arrivé cet été pour un montant à peu près de 5 millions d'euros. Lui, c'est intéressant de l'avoir comme backup défensif, c'est un joueur qui peut être titulaire dans la rotation. Jarek Gazirowski, ça c'est pas mal du tout, un joueur qui aurait pu partir pour un montant plus élevé. On sait que la charnière centrale de Valence a été courtisée cet été, que Mosquera, son compère, a fini à Arsenal. Lui, il atterrit donc au PSV Eindhoven et franchement, pour le prix, je trouve que c'est une belle recrue, c'est aux alentours de 8 millions d'euros. Franchement, je me dis que ça peut être vraiment un renfort très intéressant et surtout un joueur de complément avec Flamingo. Et puis sur le front de l'attaque, on a pas mal d'investissements. Je crois qu'il y a un nom que vous reconnaissez bien, Van Bommel. Et oui, c'est le fils de Marc Van Bommel, le milieu de terrain rugueux, voilà, qui était vraiment difficile à bouger, que ce soit au PSV, Barça ou au Milan. Et là, c'est son fils Ruben qui évolue un peu plus haut sur le terrain en tant qu'ailier gauche. D'ailleurs, sa première apparition en championnat a été très intéressante, une large victoire 6-1 contre le Sparta Rotterdam. Et puis on verra pour le reste des joueurs, on a quand même des investissements qui ont été faits. Alassane Plea sur le front de l'attaque, qui arrive de sa belle expérience à Gladbach. Alors j'ai mis Pepi, Ricardo Pepi, attaquant, qui sera en partance pour Leipzig, et pourquoi pas remplacer Sesko qui a atterri à Manchester United. Mais si Pepi reste, bien sûr ce sera le numéro 1. Et puis à droite, on a Perisic qui sera sans doute en alternance avec Denis Mann, l'ailier roumain qui a été recruté cette semaine à Parme, et là aussi un montant estimé à 8 millions d'euros, preuve que le PSV sait renouveler ses joueurs, sait mettre quand il faut la main à la poche pour déjà continuer à gagner aux Pays-Bas, parce que c'est important évidemment avec l'Ajax, le Feyenoord et d'autres clubs comme Alkmaar et Utrecht ou Twente qui sont derrière, et puis pourquoi pas essayer de faire un coup en Europe. Je pense que l'expérience de l'an dernier a laissé peut-être une petite frustration, des regrets avec cet apprentissage et cette lourde défaite contre Arsenal, mais c'est vrai que le PSV, quand j'ai fait mon petit tour d'horizon des équipes potentiellement intéressantes à suivre, ça m'a un petit peu sauté aux yeux, parce qu'il y a un mélange d'expérience avec Plea, Perisic, et aussi des gros talents à développer. Flamingo qui était suivi par le PSG, Gazurowski, on a aussi des milieux de terrain très intéressants, parce que je me suis pas arrêté sur eux, mais Sabahiri, Schouten, Verman, ça tourne quand même très très bien, et puis des joueurs qu'on a envie d'un peu plus de découvrir. Van Bommel, est-ce qu'il pourrait dépasser la legacy du père? Ça va pas être évident parce que lui, il a laissé une très très belle empreinte, mais en tout cas en tant que jeune joueur, il s'est bien développé, il atterrit dans le haut du panier en Eredivisie avant d'aller voir plus haut. C'est donc une équipe qui m'a l'air assez complète, je trouve. S'il n'y a pas de blessure, franchement, ils peuvent sans problème reprendre le titre, et puis en Europe, on verra. Je pense qu'ils peuvent embêter pas mal de monde, des équipes du top 5 européen. Peut-être que ça manquera de qualité, de profondeur de banc à certains moments, mais je trouve que c'est une équipe qui travaille plutôt bien, et le mercato, franchement, je le redis, mais coup de chapeau, parce que c'est pas simple d'attirer des joueurs qui viennent du top 5 européen, les convaincre pour un projet. Là, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à cibler les bons profils. Et c'est déjà la dernière équipe à évoquer, on va se tourner vers un championnat de deuxième division. J'aurais pu parler bien sûr de l'AS Saint-Etienne qui a fait beaucoup de mouvements, qui est un des clubs les plus dépensiers de l'histoire de la Ligue 2, qui a fait énormément d'investissements de jeunes joueurs. On va suivre ça évidemment avec un grand intérêt. On va plutôt aller en Angleterre. C'est vrai que depuis pas mal de temps, on a des équipes avec de belles histoires. Sunderland qui retrouve après 8 ans d'attente de la Première Ligue. On a aussi Wrexham, le club de Ryan Reynolds, qui a fait beaucoup de montées successives. Et moi, j'ai envie de m'arrêter sur Birmingham City, le club qui a formé Jude Bellingham, où Christophe Dugarry est également passé. C'est un club qui a pas mal chuté et qui l'an dernier s'est retrouvé en 3e division, qui a fait une très très belle saison, qui est monté directement premier. Et il y a un actionnaire minoritaire qui va parler à beaucoup de fans de sport, c'est Tom Brady. Effectivement, on a la star du foot US qui, comme ses copains d'Hollywood, a décidé d'investir dans des clubs de football, à l'image de Birmingham City, qui a donc récupéré pas mal d'argent. D'ailleurs, l'an dernier, le club de Birmingham a enregistré un record, le club avec la plus grosse recrue de l'histoire de la 3e division anglaise, la League One, et Jay Stenfield, qui a été recruté pour 18 millions d'euros. Je pense que vous l'avez compris, là, on sait mettre des moyens, on est un club plutôt gourmand, et on a envie, évidemment, de grandir. Que va donner cette équipe en 2e division? On sait qu'il y a toujours les clubs qui descendent de Première Ligue, où ce sera pas simple de composer avec elle, notamment Leicester, Southampton. On a aussi des clubs assez ambitieux comme Watford. On peut avoir une équipe qui se détache tout en haut, on peut avoir 2-3 brebis égarées en bas, mais il y a une vraie homogénéité en Championship où c'est pas simple de se démarquer. Est-ce que Birmingham peut faire l'exploit de faire 2 montées successives? Ce sera évidemment pas simple du tout. Pour leur premier match de la saison, ils ont accroché Ipswich Town relégué, donc c'est plutôt encourageant comme résultat. Et vous allez le voir quand même, le 11, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a des joueurs qu'on connaît un petit peu, à l'image de Kyogo Furuhashi, l'attaquant japonais éphémère du Stade Rennais qui a fait très peu d'apparitions, qui a été recruté par Birmingham pour un montant estimé à 8 millions d'euros. On a Choupa Akpom, alors lui c'est une recrue qui n'a pas encore été officialisée, mais il pourrait rebondir dans un club promu en 2e
division anglaise, lui qui était encore à l'Ajax et au LOSC, ça prouve un petit peu l'ambition du club. On a aussi Demarai Gray, ça c'est un nom qui va parler aux suiveurs de Première Ligue, un joueur qui a évolué notamment à Everton, un élément capable de faire 1-2 exploits, de sortir son équipe du pétrin. On va voir un petit peu ce que ça va donner, lui qui est parti dans le Golfe pendant pas mal d'années. On a aussi un intérêt prononcé pour les joueurs asiatiques, j'ai parlé de Kyogo Furuhashi, on a Fujimoto qui est arrivé du Portugal, on a le double pivot Iwata Peck qui est un joueur sud-coréen assez intéressant à suivre, je pense que ça va être pas mal de se pencher là-dessus. Et puis on a aussi Marvin Duksch pour les suiveurs de Bundesliga, attaquant du Werder Bremen, des noms qu'on connaît dans le top 5 européen. On a parlé du PSV, là c'est des joueurs qui sont plutôt âgés aux alentours de 28, 29 voire 30 ans, mais ça reste quand même pertinent à voir si Birmingham pourra un petit peu se stabiliser, ou peut-être mieux, on sait que le Championship ça peut aller très très vite. Là on a quand même pas mal d'ambition, un club qui a envie de retrouver la première ligue. Sa dernière saison remonte à 2010-2011, ça commence un petit peu à dater, et c'est un club qui a beaucoup souffert, qui a été très proche souvent de descendre, qui a fini par tomber, mais ça a été un mal pour un bien. La Ligue 1 s'est très bien passé pour l'entraîneur Chris Davies qui a récupéré cette équipe, qui a fait une saison plus que parfaite, la première place. En tout cas ça fait partie des challenges, je pense à parler à certains sur Football Manager, mais moi je me dis que parmi toutes les équipes de deuxième division à suivre, là pour le coup ce projet là m'intéresse, j'ai envie de voir si ça peut prendre avec Tom Brady, avec toute cette équipe qui a envie évidemment de remettre Birmingham à sa place, et puis pourquoi pas le derby une nouvelle fois avec Aston Villa, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu en première ligue. Alors évidemment avec 10 équipes on peut pas faire tout le tour, il y a d'autres projets qui mériteraient d'être mentionnés, j'ai parlé d'Everton, de la Roma, pourquoi pas du Betis. En tout cas c'était intéressant pour moi de se poser, d'évoquer ces équipes qui pour moi ont monté des projets intéressants à différentes échelles, et puis voir un petit peu en fin de saison où elles se situeront, est-ce que ce seront des déceptions, des flops, est-ce qu'elles auront confirmé les attentes ou peut-être même surperformé. Ça peut être intéressant un petit peu de faire le bilan d'ici quelques mois. En tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, comme toujours n'oubliez pas l'abonnement, le like, le commentaire pour soutenir. On est aussi disponible en podcast, le code de Scipion, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout très bonne saison. Salut à tous.